Salut, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Deuxième Main. Aujourd'hui on se retrouve avec Mona et Daphné. Merci beaucoup d'être là les filles. Merci à toi. Coucou. Donc Mona et Daphné sont les fondatrices de Resap, qui est une marque d'upcycling fondée en 2020, où chaque pièce est unique, confectionnée dans votre atelier à Paris, et les tailles vont du 34 au 44, donc c'est très inclusif. Et Resap compte aujourd'hui plus de 56 000 abonnés sur Instagram, rien que ça, félicitations. Et la marque a été exposée aux Galeries Lafayette, au Printemps, Citadium. Bref, aujourd'hui vous êtes devenue l'une des références en upcycling en France, à tel point qu'une étude réalisée par Lending Partners en 2022 place Resap en 3e position des marques ayant le plus haut taux d'engagement devant Jacquemus. C'est pas mal. Devant Jacquemus, c'est franchement plus que pas mal. Et comme vous dites sur votre site, Resap, c'est surtout l'histoire de Mona et Daphné, deux meilleures amies en quête de sens. Donc j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette histoire et comment on passe d'être meilleures amies à fonder une marque ensemble. Donc vous vous êtes rencontrées en école, c'est ça ? Ouais, du coup on s'est rencontrés toutes les deux en école d'ingénieur. Ok. Et en fait on s'est tout de suite retrouvés sur cette envie de créer quelque chose qui avait de l'impact, sur cette envie d'entreprendre, sur cette envie de transmettre et de créer une aventure humaine. Et on a quand même toutes les deux fait un peu une expérience professionnelle dans des grandes boîtes, parce qu'avec un diplôme d'ingénieur, on avait quand même, on était quand même destiné à ça, on a envie de tester et de voir ce que c'était. Et très vite, on s'est dit, ouais, en fait, en plus, il y avait à ce moment-là le Covid, qui a aussi beaucoup fait réfléchir, ouais. Et on s'est dit, c'est le moment ou jamais de tenter un truc. Et voilà, on s'est lancé. Bah ouais, c'est exactement ça. Ce qui s'est passé, c'est on s'est d'abord retrouvé, je pense, sur des valeurs fortes, communes, et après on s'est dit bah let's go quoi. Mais le passage de on est d'accord sur il faut faire quelque chose au on fait quelque chose, il y a quand même eu un temps de latence on va dire. Mais si ça a été hyper rapide au final et que vraiment le Covid pour le coup ça a été vraiment l'élément déclencheur, on s'est dit bah là on n'a rien à faire, on le fait. Il y a quand même eu un temps de transition. Ouais. Et comment vous êtes passé d'études d'ingénieur à bosser en ingénierie à vouloir faire une marque d'upcycling ? Vous ne retrouveriez pas dans vos études avant ? Si, dans les études, franchement, ouais, ça va. Ça allait. En fait, c'est pas ça, je pense, les études d'ingénieur. Moi, personnellement, j'ai adoré, je pense que Mona aussi. C'était génial, on apprenait plein de choses. On était entouré de plein de gens, on s'amusait énormément. Mais je pense que la finalité, c'est de travailler en tant qu'ingénieur dans un secteur où tu sens que tu n'as pas vraiment d'impact. À une époque où il y a énormément d'enjeux, que ce soit écologique ou humain, enfin on voit bien qu'il y a des grandes problématiques et en fait on doit aujourd'hui tous agir ensemble pour faire en sorte de pouvoir vivre sur la planète. En fait c'est aussi simple que ça. Et à côté, du coup tu étais dans un quotidien où tu te sens pas utile. Moi personnellement, c'était ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé à travailler. Du coup, j'ai eu mon diplôme et j'ai commencé à travailler dans le secteur bancaire. C'était une super expérience professionnelle. J'ai rien à dire là-dessus. Je vais pas commencer à inventer des choses en disant non, c'était horrible, mes collègues étaient horribles. Non, ils étaient géniaux. Le travail, il était sympa, mais juste, je me sentais pas utile. C'est ça qui a vraiment été l'élément déclencheur. Et Mona, toi, t'as travaillé dans quel secteur avant ? Moi, du coup, je travaillais dans le milieu du luxe. Ok. Je travaillais chez Louis Vuitton. Ok. Et j'avais toujours eu une appétence pour ce milieu-là. Et à la base, je voulais travailler dans un domaine qui touchait à l'artistique. Enfin, il y avait aussi l'envers du décor dont tu te rends compte quand tu travailles dans la mode, ce qui est la surproduction, la rapidité des collections. Tu te rends compte aussi qu'au final, l'humain n'est pas forcément mis au cœur de la stratégie et au cœur des problématiques d'entreprise. Et c'est tout ça aussi qui m'a permis de me remettre en question, parce que j'avais toujours eu comme goal de travailler là-bas. Et quand je suis arrivée, je me suis dit, ah ok, c'est cool, mais en fait, finalement, je ne vais pas faire ça toute ma vie. Et du coup, c'est là où le champ des possibles s'est un peu ouvert à moi. Je me suis dit, en fait, je pense qu'entreprendre, ça a aussi toujours été un peu dans un coin de ma tête. Et à ce moment-là, avec Daph, on parlait beaucoup de ça, et on parlait beaucoup de faire un truc. Et on avait une envie, en fait, on ne savait pas trop quoi, mais on avait une envie de faire un truc de ouf. Et le timing est arrivé, et je pense qu'on a un moment arrêté de réfléchir, on s'est dit on fonce. Ok. Et donc je trouve dans votre site internet, sur votre compte Instagram, il y a un peu une idée de transmettre. C'est pas juste vous faites une marque, c'est vous voulez rendre l'upcycling accessible, avec votre livre d'ailleurs.
Je trouve que ça redescend un peu le vêtement de son piédestal, si je puis dire. Je trouve ça intéressant que tu aies bossé chez Louis Vuitton juste avant, parce que tu as pu voir un peu la grosse marque de luxe qui met un peu la mode dans tout son côté création, mais vous arrivez à déstructurer les vêtements pour les rendre un peu plus accessibles. Est-ce que c'est important pour vous, ça, de transmettre un peu ce que vous visiez? En fait, en créant RISAP, on s'est aperçu que, in fine, il y avait une problématique autour des modes de consommation. Et en fait, faire soi-même, le DIY, c'est un mode de consommation. Nous, on a appris à faire, et du coup, on s'est dit, mais en fait, la logique serait de partager et dire aux autres, en fait, nous, on sait le faire maintenant, on ne le savait pas avant, vous pouvez le faire aussi. Et du coup, on veut aussi transmettre. En fait, c'est pas juste prendre l'upcycling, oh, c'est stylé, c'est cool, et ça, c'est stylé, c'est cool, tu vois. Mais c'est aussi de le prendre dans sa globalité, dans son contexte. C'est, il y a toute la partie, tu peux le faire toi-même, il y a la partie, tu peux acheter le vêtement, et il y a la partie où, en fait, si tu veux vraiment aller plus loin, on peut te former à aller plus loin dans ce secteur-là, quoi. Ok. Et dans vos ateliers d'upcycling, c'est des jeunes qui viennent principalement? On a de tout, mais c'est vrai qu'on a, la tranche d'âge, souvent, c'est entre 20 et 25 ans. Ok. Et vous essayez un peu de toucher les personnes plus âgées? Vous les ciblez avec votre marque plus des jeunes ou vous voulez vraiment rendre ça accessible à tout le monde? Naturellement, je pense qu'on a attiré beaucoup de jeunes parce que on a commencé très jeune. Enfin, on a commencé Daphné à 26. Ouais. À 26 et moi j'avais 24, 23. Et du coup, on était hyper jeunes. Donc, on a attiré des personnes jeunes dans nos communications, dans nos manières de parler, dans ce qu'on représentait. Au début, on a beaucoup incarné la marque. Donc, c'est vrai qu'on a attiré une tranche d'âge qui était plus les 18-25. Aujourd'hui, qu'on grandit, que nos envies grandissent aussi et que maintenant, ça fait 3 ans qu'on connaît bien le secteur, etc., on a envie aussi de peut-être repositionner un petit peu la marque sur une valeur un peu plus premium. Donc là, on est en train aussi de travailler à ça, à attirer des personnes plus sur du 25-40 ans. Il y a aussi toute la dimension du coût, parce qu'en fait, quand c'est lancé, ce que dit Mona, c'est que forcément, on incarnait la marque, donc on parlait plus facilement à des gens de ton âge. Tu vois. Donc, toi, tu te reconnais facilement, on va avoir la même sémantique, on va avoir les mêmes codes. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, ah ouais, c'est cool, ça peut être mon style, etc. Et en fait, décorrélé, nous, on avait le produit, et en fait, à côté, il y a toute la dimension, combien ça coûte, c'est quoi le bon prix, etc., etc. Et en fait, quand on met tout bout à bout, et on apprend aussi d'écosystème, on se rend compte qu'aujourd'hui, nous, les produits qu'on vend, c'est du Made in France, c'est de l'upcycling, c'est du recyclé et compagnie. C'est impossible de les avoir à ces prix-là. En tout cas, c'est impossible de les avoir à des prix extrêmement bas. Même si on veut démocratiser, même si on veut toucher tout le monde, il y a toutes ces dimensions-là. Et c'est pour ça qu'on a aussi à côté d'autres produits, on va dire, et d'autres services où là, on peut vraiment avoir une gamme de prix raisonnable et toucher tout le monde. Mais en tout cas, sur la partie vêtements, la partie vraiment produit, on est obligé de passer sur une gamme au-dessus. Et pour passer sur une gamme au-dessus, c'est aussi toucher des gens qui ont le portefeuille et les moyens, et donc les plus âgés. Et c'est ça le problème un peu avec la fast fashion aussi, c'est qu'ils arrivent à toucher tout le monde parce que les prix sont bas. Et c'est compliqué souvent de faire entendre aux acheteurs que si les prix sont élevés, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est made in France, c'est que c'est de bonne qualité. Donc c'est vrai que là, le combat contre la fast fashion, il est compliqué. Mais je trouve que ça se démocratise de plus en plus les friperies. Enfin, aujourd'hui, je vois qu'il y a plein de personnes, même autour de moi, qui en parlent, de ma famille. Et je trouve ça fou. Est-ce que vous sentez que vous êtes dans un mouvement, que vous avez un peu lancé un mouvement d'upcycling, où vous faites partie de ce mouvement-là, ou c'était déjà un peu ancré quand même dans la société? Je pense que on a quand même été au tout début du mouvement, du moins en France. Ouais. Parce que certes, l'upcycling ça existe depuis des années et des années, et c'est pas une pratique qu'on a inventée dans le sens où nos grands-mères et arrière-grands-pères et bien encore les gens le faisaient, pratiquaient ça, cette démarche de revalorisation, de faire avec ce qu'on a sous la main, le fait de coudre soi-même ses vêtements. Donc on n'a rien inventé entre guillemets, mais juste le fait de poser le mot upcycling dessus et d'en faire quelque chose qui est en fait d'actualité et qui s'adapte avec les codes actuels. Ça, c'était quelque chose qui était nouveau. Et nous, quand on a commencé sur Instagram, tout le monde nous demandait, mais en fait, c'est quoi l'upcycling? Les filles, vous parlez de quoi en fait? Et donc, on a eu tout un travail, je pense, pendant 1 an à dire, voilà, l'upcycling, c'est ça. C'est le fait de prendre de la matière, de la revaloriser, de refaire des choses avec une valeur ajoutée.
on a beaucoup expliqué, même les premiers pop-up qu'on faisait avec DAF, les gens venaient et disaient mais on comprend pas le concept, C'était beaucoup etc. d'explications. Donc ouais, on a beaucoup expliqué et maintenant aujourd'hui, nous on est hyper contentes parce qu'aujourd'hui presque tout le monde sait ce que c'est l'upcycling et il y a de plus en plus de marques d'upcycling et même les marques classiques reprennent les codes de l'upcycling parce que c'est devenu tendance, etc. Donc oui, je pense qu'on est au début d'un mouvement et que je pense qu'il va durer longtemps. Après ça, c'est encore un mouvement quand même qu'il y a à découvrir. Ouais. Parce qu'il y a encore plein de zones d'ombre sur l'upcycling et plein de choses encore à explorer pour que ça devienne vraiment quelque chose de périn. Je pense, comme Mona l'a dit, je pense qu'on a vraiment été au début du mouvement de popularisation de l'upcycling. Ça existait avant, ça, même au tout début, quand on était en pop-up, il y avait, on était dans une boutique dans le Marais et en fait, il y avait du passage et nous on parlait à tout le monde, oui, c'est ça, c'est ça. Et il y avait des mamans qui venaient avec leurs enfants et des personnes plus âgées, ils disaient, ah, mais moi, ça me rappelle ma grand-mère, etc. Donc en vrai, nous on était là, ah, bon, attends, c'est marrant ça, tu vois. Mais du coup, on n'a rien inventé, mais il y avait quand même, nous en tout cas, comment on le fait aujourd'hui sur les tranches d'âge qu'on touche et sur les typologies de produits qu'on fait, on était au début du mouvement. Après, il y a d'autres marques qui étaient là, mais après, c'est d'autres gammes de produits, quoi. Et vous avez eu peur de vous lancer au début pour ces raisons-là et aussi parce que c'était de l'entrepreneuriat? Franchement, je pense qu'au début, on était hyper, entre guillemets, naïve, inconsciente de tout ce qui allait arriver. Enfin, je pense qu'on l'a fait, on s'est lancé avec beaucoup de naïveté, mais je pense que quand tu commences l'entrepreneuriat, c'est bien de le faire comme ça. Parce qu'en fait, sinon, tu te dis, tu sais, c'est un peu la citation. Ils ne savaient pas donc ils l'ont fait, tu vois. Ouais. Parce que sinon en fait tu te dis ah mais en fait ok c'est impossible en termes de coûts, c'est impossible en termes de ça et en fait on n'a pas de financement et en fait et du coup quand tu te lances sans savoir tout ça bah tu le fais en mode tu te débrouilles en fait. T'avances un pas après l'autre, tu sais pas comment ça se passe, tu te dis ah hello bah tu veux venir travailler avec nous, viens travailler avec nous, ah tu peux nous prêter ta boutique, tu vois. Alors qu'en fait si tu sais tous les codes de en fait tu vois, un pop-up ça coûte tant. Enfin, en fait, tu rentres dans un truc où tu compliques tout. Et nous, au début, tout est simple et on peut tout faire. Donc, bah, go, on fait ça. On fait un vêtement, on sait pas faire de vêtements, bah, on va faire un vêtement. Tu vois, c'était très intuitif. Et après, tu te rends compte, en fait, que t'as fait tout ça alors que il y a des gens qui posent un business plan, un plan d'action, un truc et tout. Ce qu'on n'a pas du tout fait, nous, au début. Et je pense, heureusement. Ouais. De toute façon, vous l'auriez pas fait si. Ouais, bah, tu vois, je me dis, avec ta question et la réponse, je me dis, mais est-ce que, avec toutes les connaissances qu'on a emmagasinées jusqu'à aujourd'hui, 3 ans après, si je devais repartir à zéro et lancer ça, est-ce que je l'aurais fait? Et ben, franchement, je suis pas sûre. Ah ouais. Honnêtement, je suis pas sûre. Je dis, mais en fait, pas du tout. Parce que c'est tellement galère, en vrai, enfin, le truc, je pense, en fait, c'est aussi pas pour rien que le truc existe depuis des milliers d'années et que personne n'a lancé une marque qui marche sur ce concept, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, c'est d'un point de vue business model et tout, c'est hyper compliqué. Et même au début, je me souviens qu'on avait vu quelques personnes, il y a quelques personnes qui nous avaient dit ouais, c'est impossible, ça va être hyper compliqué, moi j'y crois pas. On nous a donné des trucs comme ça, ouais, en mode on n'y croit pas. Alors nous, qu'est-ce que tu nous racontes? Non, moi j'ai des rageux. Mais on nous avait dit, mais oui, en fait, c'est aussi pas pour rien que personne le fait des fois. Ouais. C'était quoi les plus grosses galères que vous avez eues? Bah, déjà, prenons la galère de base, c'est que nous ne sommes pas couturières. On vient pas du milieu de la mode, de base. À l'origine, le premier problème, c'est qu'on ne sait pas coudre. Enfin, on ne savait pas coudre parce que du coup, maintenant, on sait coudre. Mais à l'époque, on avait cette idée, on était là, oui, c'est super, il faut qu'on fasse ça, mais on ne savait pas coudre. Et du coup, bah, je pense qu'on l'a dit sur Instagram, on a discuté avec, à l'époque, une fille qui s'appelait Sonia. Et on lui a dit, nous, on a telle ou telle opportunité, parce qu'on avait plein d'opportunités qui nous sortaient de nulle part, parce qu'on parlait beaucoup sur Instagram. Et on a dit, on a telle et telle opportunité, est-ce que tu veux venir nous rejoindre l'été pour créer nos vêtements? Elle nous a dit, oui, j'arrive. Okay. Et hop, c'est parti comme ça. Il faut qu'on ait tous une Sonia dans notre vie. Et bah, ça, c'est j'espère qu'elle m'entendra. Ouais, j'espère. Parce que ça, c'est vrai. Et sincèrement, c'est vrai, il nous faut tous une Sonia. Ouais. Et vous êtes combien de personnes aujourd'hui dans l'entreprise? Là, on est à peu près 7. 7. Ok. Et qu'est-ce que ça fait quand on est entrepreneur, enfin votre projet c'est un peu votre vie quoi. Vous arrivez à déléguer et à prendre du temps pour vous parfois et mettre le projet en pause parce que vous avez besoin de pause mais la marque elle continue de vivre quoi donc. Bah c'est au début honnêtement je pense que c'est presque impossible. Je pense que c'est pas possible, toute la boîte elle repose sur toi, si t'es toute seule ou deux, si t'es à deux, enfin vraiment c'est impossible, t'es à la stratégie, aux opérations,
auditif, enfin bref, t'es à tout. Et après, quand tu construis ton équipe, l'objectif, c'est quand même de pouvoir déléguer une partie du travail et de pouvoir te reposer sur ton équipe. Donc aujourd'hui, on arrive plus ou moins à déléguer une partie du travail. Après, moi, je vais parler pour moi. J'ai beaucoup de mal à déléguer, dans le sens où à chaque fois, je me dis, ça va aller plus vite si je le fais moi-même. C'est vraiment horrible de penser comme ça, et je le sais. Et j'apprends à déléguer, parce que souvent, on n'est pas parfait et on continue tout le temps d'apprendre, et j'apprends à déléguer. Mais c'est vraiment l'objectif de pouvoir aussi avoir un équipe de vie et pas que le travail. Toi, tu y arrives bien, Mona? Bah, je pense que c'est quelque chose qu'on apprend. C'est sûr qu'au début de l'entrepreneuriat, je pense que tout le monde fait, entre guillemets, cette erreur, même si je pense que c'est pas une erreur, c'est juste une étape à passer. Les premières années, les premiers mois, t'es obligé, enfin, tu t'impliques à 1000%, et en fait, c'est aussi comme ça que tu arrives à faire décoller ta boîte, parce que si tu vas au début en disant vas-y, enfin, je pense que ça dépend de tous les projets, de tous les profils, etc. Mais dans nos personnalités, je pense que si on s'était dit, ouais, vas-y, on travaille 3-4 heures par jour et on verra, on serait pas arrivé là où on en est aujourd'hui. Au début, la première année, on a vraiment mis un gros coup de boost sur la boîte où on était H24 dessus, 7 sur 7, toute notre énergie, ce qui nous a permis de nous faire connaître vite. Et après, une fois qu'on avait atteint un petit peu un niveau où on commençait à avoir des projets entrants, des choses comme ça, je pense que là, et puis surtout quand on a commencé à être vraiment très fatigué aussi. Quand on a commencé ça a commencé à tirer, on s'est dit ok, bon, là on va commencer à prendre quelques jours de pause, etc. Et je pense qu'aujourd'hui on apprend progressivement à prendre notre équilibre, à faire entrer d'autres projets dans notre vie, à prendre des week-ends, à prendre plus de vacances, et on apprend à trouver le rythme qui nous convient. Mais voilà, je pense que le rythme d'un entrepreneur c'est hyper propre à sa personne. Ouais. Vous disiez dans une interview pour Les Éclaireuses que quand vous êtes lancée, il y avait peu de rôles modèles féminins. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a plus? Est-ce que vous avez eu d'autres modèles féminins dans votre vie, autres que dans l'entrepreneuriat peut-être? Alors moi, je suis une mauvaise élève du rôle modèle en vrai. Ok. C'est-à-dire que je vais pas, on va dire, entre guillemets, admirer une personne. J'ai plus, entre guillemets, admirer les actes. C'est-à-dire que toi, demain, tu peux être mon rôle modèle. Dans le sens où si tu accomplis quelque chose qui m'inspire, bah, je vais dire, ah ouais, ça c'était cool et tout, etc. Donc j'ai du mal à me dire, telle personne c'est mon rôle modèle, telle personne c'est mon rôle modèle, telle personne. C'est plutôt, bah, telle personne elle a monté ça, elle a fait ci, et ça c'est cool, tu vois. Et ça c'est cool, etc. Et après, si je devais citer des personnes, parce qu'à chaque fois on me demande de citer des gens, et moi je suis là, je vais dire. Il y a des gens super cool, et tu vois, genre à chaque fois je dis, ah, j'aurais dû dire cette personne. Et Si on fait une pause, on se retrouve à la fin. Tu nous dis à la fin. Hein, mais il y a plein, enfin, et je pense aussi, personnellement, moi je les connaissais pas parce que j'avais pas aussi toute cette culture de l'entrepreneuriat, et puis c'est aussi un monde, etc. Et je regardais pas, honnêtement. Et en fait, il y a plein d'entrepreneuses à succès qui déchirent, et c'est super cool ce qu'elles font, tu vois, qui inspirent plein de meufs et tout, donc voilà. Et après, moi, à chaque fois, je dis Serena Williams, que j'aime beaucoup. Elle inspire tellement de gens. Absolument pas entrepreneur. Non, mais elle a entrepris le tennis. Voilà. C'est beaucoup je pense que c'est propre parce que ça réveille chez moi, et tu vois, genre, c'est beaucoup, pour moi, started from the bottom, tu vois, genre, les vraiment self-made, toutes ces histoires-là, ça, je me dis, ah oui, ça me parle, quoi. Moi, je trouve, globalement, en fait, c'est qu'il n'y a pas énormément de rôle modèle dans le sens où il y a... Enfin, en termes d'équité, il y a beaucoup plus d'hommes qui sont sur le devant de la scène, qui réussissent, tu vois, même d'un point de vue artistique, humoristique, les artistes, les trucs, les chanteurs. C'est très souvent, même entrepreneurs, c'est très souvent sportif. Hein. Toutes les catégories, c'est très souvent. On peut continuer à attendre. Ce qui est c'est très souvent des hommes qui sont, tu vois, mis sur le devant de la scène. Après, bien sûr, il y a des femmes, mais tu vois, il y en a trop peu pour qu'il y ait des noms qui nous viennent en tête. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, quand tu dis rôle modèle femme, en fait, on a très peu de noms qui nous viennent en tête. Et il faut réfléchir, tu vois, alors c'est pas normal. J'en ai un, mais tu vois, en ce moment, j'écoute presque que des femmes américaines ou des femmes anglophones et tout. Tellement je suis en manque d'inspiration francophone. Après toute ma vie avoir écouté du francophone, là je suis en mode je vais chercher ailleurs. Après il y a aussi une question de visibilité, de prise de parole en public, et je pense que c'est aussi pour ça que toutes les femmes, je pense qu'il y a enfin, si elles le veulent,
et si elles ont cette envie de communiquer, je trouve que c'est hyper cool de communiquer, de se mettre sur le devant de la scène, de prendre la parole et de se rendre visible en fait. Parce qu'en fait, on a besoin, et c'est c'est en se rendant visible qu'on inspire d'autres gens à se rendre visible, et en fait, ça crée un cercle vertueux qui est positif pour nous toutes. Ça se trouve, vous êtes les rôles modèles de personnes qu'on connaît pas. Bon courage. Bonne chance. Rigole. Donc vous, déjà, c'est une force parce que vous êtes deux. Est-ce que ça a été handicapant que vous soyez des femmes dans ce milieu? Je crois pas. Enfin, je me permets de vous poser la question, mais... Dans le milieu de la mode, on soit dans le secteur de la mode, on pourrait croire que non. Dans l'entrepreneuriat, je pense que oui. Ah ouais? Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de choses... Typiquement, si on prend, ça c'est chiffré, j'ai pas les chiffres en tête, mais grosso modo, c'est beaucoup plus les hommes qui lèvent des fonds que des femmes. Tu vois, c'est beaucoup plus les hommes qui vont aller décrocher un crédit à la banque que des femmes. C'est-à-dire qu'on a tendance à moins faire confiance aux femmes qu'aux hommes, en tout cas dans les têtes dirigeantes, on va dire, d'entreprises, etc. Il y a plein de petits trucs comme ça, de petits biais sociétaux qui, en fait, c'est impalpable et en fait, tu peux pas savoir si c'est parce que tu manques de compétences ou juste parce que c'est ta condition de femme ou de personnes racisées. Parce qu'il y a aussi, il faut prendre aussi la problématique de manière intersectionnelle. Il y a tous ces trucs-là qui rentrent en question, c'est-à-dire t'es une femme, t'es racisée, aussi ta classe sociale, etc. Donc est-ce qu'on te refuse ce truc-là parce que tu manques de compétences ou pas, ou parce que déjà les gens, quand tu viens discuter avec eux, ils ont déjà tous ces biais sociétaux en disant ça va être compliqué, tu vois. Je pense que je vais peut-être pas croire à ce projet-là, je vais peut-être croire à celui-ci parce que j'ai plein d'exemples de ces typologies de personnes-là réussissent mieux. Et après, c'est aussi pour ça, en fait, c'est aussi pour ça que ce qu'a dit Mona, c'est aussi hyper important, c'est montrer que une femme peut réussir, une femme peut diriger, une personne, peu importe son origine, peut réussir, peut diriger, peut porter des projets, les monter très très haut. Ouais, c'est clair. Je pense qu'inconsciemment, on est très quand même formaté à être timide, poli, pas trop se mettre en avant. Dès qu'il y a une meuf qui se met en avant, c'est en mode elle se la raconte, ou elle a un égo surdimensionné, ou tu vois, il y a plein. En fait, on a aussi, nous, culturellement, plein de biais, plein de croyances limitantes qui fait que naturellement, on n'ose pas. Ouais, on n'ose pas. De la misogynie, même du racisme intégré, quoi, en fait. Nous-mêmes, des fois, on est nos pires détracteurs. Quand il y a des... Encore une fois, je parle toujours d'études, moi, je lis plein d'articles, mais il y a une étude qui montre que, par exemple, une femme dirigeante, en tout cas, là, je vais pas parler en entrepreneuriat, mais dans des grands groupes, elle va avoir tendance à être plus dure envers les femmes que ses collègues hommes, parce qu'en fait, elle doit asseoir son autorité. Tu vois, il y a plein d'études sociologiques là-dessus qui montrent que, en fait, il y a aussi le côté où une femme dirigeante doit en fait exprimer des caractères, on va dire, masculins pour montrer qu'elle a sa place. Elle doit aussi prouver qu'elle a sa place. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en question sur un poste, alors que à côté, on va dire, un homme n'aura pas besoin de faire tout ça, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis le côté de si tu arrives là, une femme si elle arrive à un certain niveau, c'est pas parce qu'elle est bonne, parce qu'elle est excellente. Ouais. Nous on a le culte du parfait, on a le culte de il faut que tout soit nickel. C'est pour ça aussi qu'il y a moins de femmes, je pense, qui se lancent, c'est pour ça aussi qu'on ose moins, c'est parce que s'il y a un truc qui va pas, on le fera pas. Encore une fois, il y a des études qui montrent que sur une fiche de poste, un mec, s'il sent qu'il remplit, on va dire 40%, je crois, c'est 40% de la fiche de poste, il va postuler. À partir de 40%, je postule. Une femme, je crois, c'est 70%. Mais c'est fou parce que d'être conditionné au point que nous-mêmes, on n'ose pas se lancer, et on se dit je suis pas assez bonne pour faire ça, je suis pas assez qualifiée, alors que les hommes ne le sont pas non plus la plupart du temps, ça se trouve. C'est un truc de fou. Daphné, t'as fait un TEDx à Polytechnique. Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience? C'était une super expérience. Franchement, c'était une super expérience. C'était en anglais, donc c'était un super challenge. Vraiment, c'était un sacré challenge. C'est un peu arrivé comme ça, honnêtement. J'avais toujours voulu en faire un. Honnêtement, je sentais que j'avais vraiment envie de partager mon histoire, mon expérience sur une scène de ce type-là. Et je sentais que ce que j'allais raconter, ça pouvait toucher des personnes et en inspirer d'autres. Donc c'est vraiment le format du TEDx, ça sert un peu à ça. Et vraiment, c'était hyper stressant. Honnêtement, je ne suis pas une stresseuse, je ne stresse pas trop de manière générale. Mais pour le coup, là, j'étais vraiment stressée. C'était vraiment un challenge, le fait de, monter sur scène, de le faire en anglais, etc. C'était très challengeant. Et après, vraiment, c'était
le thème du TEDx, c'était vraiment comment la quête de sens, ça peut nous faire changer de carrière professionnelle, ça peut remettre en question notre carrière professionnelle. Et en fait, j'ai raconté le tout début de ma vie, on va dire, des études scolaires jusqu'à la licence de RISAP. Et elle vous vient d'où Enfin, il vous vient d'où, pardon, ce besoin de sens un peu, de quête de sens dans votre métier? C'est une super question. Bon, je pense sincèrement, pour y avoir réfléchi un tout petit peu, je pense que ça vient aussi beaucoup de l'éducation. En vrai, je sais que j'ai été éduquée dans une famille ou même dans un milieu où il y a énormément d'empathie, il y a énormément de bienveillance et en fait, pour être bien, il faut que tout le monde soit bien. Et du coup, en fait, quand tu grandis dans une sphère comme ça, quand tu élargis ta sphère et tu regardes le monde et tu vois que le monde n'est pas bien, tu dis ah non, mais en fait, il faut que tout le monde soit bien. Et tu peux pas être bien si tout le monde n'est pas bien, entre guillemets. Et moi, je pense qu'en tout cas, c'est ce qui m'a poussée à agir parce que j'étais vraiment dans le déni, me dire oh, bah, moi ça va ma petite vie et tout, et au moment où j'ai compris qu'en fait non, en fait ça va pas du tout, et en plus toi Daphné t'es là, t'as potentiellement des capacités qui pourraient faire changer les choses et tu fais rien, mais en fait je pouvais plus rien faire, et c'est à partir de là que, enfin en tout cas c'est comme ça que ça a commencé. Pour moi, entre guillemets, réussir sa vie, c'est être utile. Enfin, j'ai toujours eu cette notion d'être utile aux gens, d'être utile à la société. Enfin, pour moi, le monde, c'est genre comme un énorme puzzle, tu vois, et on est chacun une pièce, et on a chacun un truc à apporter. Et chacun a sa pièce à mettre, et en fait, si tu décides de pas jouer, ben en fait, tu niques le jeu de tout le monde, tu vois. Donc en fait, l'écologie, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ça. Et du coup, je me dis, bah en fait, moi, j'ai une partie du puzzle, et j'ai ensuite mon talent propre à moi, j'ai quelque chose à apporter, parce qu'on a tous quelque chose à apporter. On a tous, vraiment tout le monde pour moi, quelque chose à son talent, son truc unique qui permettra d'inspirer, de faire quelque chose pour les autres. Et du coup, moi, j'ai l'impression d'être juste née avec ma carte et j'ai envie de la jouer et j'ai envie de la placer au bon endroit et que ça soit vraiment une pièce, tu vois, stratégique pour le puzzle. Je me dis, j'ai envie de finir ma vie en disant, bah voilà, genre j'ai servi à personne et personne ne se souviendra de moi, etc. quoi. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu as lancé ton podcast aussi? Ouais, je pense que j'ai aussi lancé un podcast pour tout ce qu'on disait avant, sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de retours d'expérience, de jeunes femmes qui entreprenaient. Enfin, il y a aussi beaucoup de femmes, il y a aussi la question de l'âge. On a commencé super tôt. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui veulent entreprendre. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est devenu beaucoup plus commun que quand nous, on s'est lancé. C'était presque... C'était pas encore dans les codes d'entreprendre si jeune. On disait, ah ok, l'entrepreneur, ça commence à 40, tu vois. Il faut d'abord avoir fait 10 ans de carrière et après, t'entreprends. Et aujourd'hui, les jeunes, ils ont beaucoup plus cette notion de, ah bah, je finis mes études, ou ouais, je fais pas d'études et je lance ma boîte, ou je deviens freelance, enfin, je monte mon projet. Et il n'y avait pas beaucoup de témoignages sur ça. Et je me suis dit, en fait, avec tout ce que je vis avec RISAP, tout ce que j'ai appris avec RISAP, juste faire un retour d'expérience et juste expliquer ce que je vis, des trucs que j'ai compris, ça peut aider des gens. Et du coup, je l'ai fait de une aussi pour un peu documenter et genre moi me laisser des souvenirs pour plus tard et me dire je réécouterai ça avec beaucoup de nostalgie quand j'aurai 50 ans et tu vois, je vais réécouter à mes enfants et tout. Mais je l'ai aussi fait parce que je me dis ça peut aider des gens et en fait à quoi bon le garder pour moi, tu vois. Si ça peut aider des gens, bah autant le mettre sur une bande audio et les gens qui veulent, ils peuvent le trouver. Et voilà, en fait je pense, enfin il y a une citation aussi que j'avais lue qui m'avait beaucoup marqué, il disait la plus grande bibliothèque du monde se trouve dans les cimetières. Je sais pas si c'était ça ou pas, mais dans le sens où... ouais, si, c'est ça. C'est ça. Dans le sens où, en fait, la plupart des gens, ils meurent avec leur savoir et leur connaissance et leur retour d'expérience. Et du coup, tout le monde recommence sa vie en réapprenant l'entièreté de la chose. Alors qu'en fait, on vit tous un peu... bien sûr, on a tous des expériences de vie différentes, mais on a des socles communs qu'on apprend... et qu'on découvre. Alors bien sûr, il faut l'expérimenter des fois pour le savoir et pour le comprendre, etc. Mais on peut aussi beaucoup apprendre des gens. Et je me dis, si genre, je sais pas, si mes grands-parents m'avaient raconté tout ce qu'ils avaient appris avant, si mes parents m'avaient raconté tout ce qu'ils avaient appris avant, bah, j'aurais peut-être évolué encore plus vite. Enfin, et surtout, c'est rassurant, je trouve, de savoir qu'il y a des gens qui ont eu les mêmes pensées, même à des siècles différents, ou les philosophes de l'Antiquité. Moi, je suis fascinée à chaque fois quand ils se disent un truc et je me dis, mais on avait ce même problème à l'Antiquité. En fait, c'est tellement rassurant de se dire, ça nous fait un peu redescendre aussi, de
de notre tête et parfois on est trop enfermé dans notre tête et ça fait du bien de savoir qu'il y a d'autres gens qui pensent comme ça. Surtout je trouve en ce moment qu'il y a une période hyper anxiogène je pense. Bon il y a eu beaucoup de siècles anxiogènes avant aussi, mais je trouve que le réchauffement climatique c'est un peu une menace qui pèse un peu sur notre société, sur les jeunes générations aussi, et je trouve ça compliqué d'avoir une bonne santé mentale tout en restant informé, tout en faisant des trucs à son échelle, et tu te prends toujours des gens qui disent non mais ça sert à rien de faire ça, c'est pas assez. Donc c'est vrai que c'est compliqué quoi vous arrivez à gérer un peu ce climat de news tout le temps Ça c'est les mots de notre génération. Pour le coup, ouais. Y a Salomé Saké dans son livre Sois jeune et tais-toi qui en parle dans une grande partie, qui parle du fait que notre génération, on a un peu les punis, quoi, surtout la génération post-Covid qui était à l'école et tout, on a un peu les punis parce que entre le fait de pas trouver du travail, le fait de voir la planète se dégrader et plus devenir vivable pour nous, parce que la planète elle va rester, c'est nous qui allons partir, je ne sais pas. Voilà. Les news catastrophiques, les guerres, enfin vraiment c'est... Ouais. Je veux dire, si on n'a pas un peu les reins solides, comme dirait ma maman, c'est compliqué quoi, c'est très compliqué. C'est le problème des réseaux sociaux et d'être surinformé tout le temps comme ça, c'est que même si tu veux pas regarder les nouvelles parfois, les nouvelles elles viennent à toi et parfois c'est juste trop quoi. Pour te rassurer, ça j'ai beaucoup aimé cette phrase, elle a dit dans son livre elle dit que si on n'était pas anxiogène, enfin si on n'était pas anxieux pardon, c'est limite qu'on serait un peu fou parce qu'en fait tout nous pousse à l'anxiété. Et si on n'est pas anxieux avec tout ce qui se passe, c'est que vraiment on est dans le déni de ce qui se passe quoi. Ouais. Donc du coup c'est mieux d'être anxieux. Je sais pas si c'est mieux mais en tout cas c'est normal quoi. Ouais. C'est pas sorti nulle part. Ouais. Il y a une idée qui revient beaucoup sur votre Instagram. Vous parlez beaucoup de rêver grand. Comment est-ce que vous vous autorisez à rêver grand ? Moi j'aime beaucoup cette petite phrase de rêver grand. Je pense qu'au tout début de RISAP, on a rêvé grand sans même le dire en fait. Sans même le dire. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on a accompli des choses. Je pense qu'à l'époque, on l'avait même pas rêvé tellement c'était grand, tu vois. Genre, on est arrivé aux galeries 1 an après le lancement de la marque. On a fait une collab avec Levi's, qui est le numéro 1 du jean dans le monde, tu vois. On a sorti un livre, on est passé à la télé plusieurs fois. Enfin, vraiment, c'est des choses, si on s'était pas autorisé à rêver grand, ça n'aurait jamais pu nous arriver. Vraiment, c'est parce qu'on s'est dit qu'on avait la possibilité de rêver aussi fort et aussi grand, que tout cela nous est arrivé. Et donc, du coup, je pense que le message, c'est vraiment de dire à tout le monde de rêver le plus grand possible, parce que plus tu rêves grand, plus tu as la possibilité de réaliser ce à quoi tu rêves, etc. Tu vois. J'avais un ami qui disait toujours, bon après c'est sûrement une citation reprise, c'est moi je vise la lune pour atterrir parmi les étoiles. Ouais. Et c'est vraiment ce qu'on a fait avec RISAP, on a toujours visé le plus haut possible pour avoir ce qu'on a aujourd'hui, et c'est super, moi je trouve ça super. Et il y a énormément de jeunes, et là ça me fait énormément de peine, qui ne s'autorisent plus à rêver. Déjà parce qu'on les a encore une fois mis dans des catégories ils ont été mis de côté, on va dire. Et du coup, ils se disent, moi, je suis bon à rien, moi, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Mais en fait, à partir du moment où tu t'interdis, tu te dis que c'est pas possible, ça va jamais se réaliser. Il va pas y avoir quelqu'un sorti de nulle part qui va dire, mais si, tiens, tu peux devenir astronaute, etc., viens avec moi dans ma fusée. Non, c'est parce que tu visualises et que tu donnes, tu donnes les moyens, entre guillemets, parce qu'on n'a pas tous les moyens, mais en tout cas, tu y vas. Ça va être plus ou moins difficile d'un étudiant ou à l'autre, mais tu le visualises, t'essayes, ça peut se réaliser. Si tu visualises pas, que t'essayes pas, c'est sûr et certain à 100% que ça va pas se réaliser. Donc vraiment, rêvons grand. Rêvons grand. Plutôt que rêver grand, c'est rêvons ensemble très très grand. Tu rêves grand toi, Mona ? Ouais, carrément. Ouais. Carrément. Moi, l'ambition, ça a toujours fait partie de mes valeurs, et j'ai toujours eu une image d'un truc big, d'une vie de ouf et tout. Et je pense que c'est vrai qu'il y a la majorité des gens qui se disent toujours c'est pas fait pour moi, ou c'est pas possible, ou j'y arriverai jamais. Et du coup, ils envisagent même pas en fait le fait de réaliser leurs rêves. On est tous nos propres ennemis, hein. Moi aussi, j'ai plein de pensées limitantes, etc. C'est un mindset, quoi. C'est vraiment un état d'esprit. Et c'est vrai, comme l'a dit Daph, que si tu te dis pas je peux le faire, t'y arriveras jamais.
Ça va pas te tomber dessus comme ça, quoi. Ouais. Il faut vouloir y aller à ce point-là pour en fait se mettre sur le chemin de ce point-là. Et en fait, quand tu es sur le chemin et que tu as l'énergie positive pour être dans ce chemin-là, que les opportunités viennent à toi. Et ça veut pas dire, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup une injection à enfin, ce côté très ultra positif, tu vois, il faut être positif. C'est pas du tout ça, c'est s'autoriser à y croire en ayant conscience que si tu arrives d'un milieu ou d'un autre, ça va être beaucoup plus compliqué que quelqu'un d'autre. Ça, c'est clair et net, c'est factuel, c'est le terrain, mais il faut déjà, dès le début, enfin, en tout cas, y croire, parce que sinon, c'est mort, quoi. Bah, si toi tu crois pas, les gens vont pas y croire, quoi. Je trouve ça fou que vous soyez passé sur France 2, TF1, BFM TV. Non, mais dans le sens où c'est rare que les gros médias s'intéressent aux entreprises, un peu au concept unique comme ça. Ouais. Et je trouve que c'est un peu le premier pas vers la démocratisation de la mode durable, tout ça. Donc je voulais savoir ce que ça vous a fait déjà de passer à la télé et de passer sur quelque chose d'aussi institutionnel que peut être un plateau de télévision. Moi, j'ai trop aimé. Ok. En fait, j'ai trouvé que j'ai trouvé ça super drôle, en fait. Ok. Donc, j'ai trouvé ça super drôle. C'était en fait, drôle, c'est même, je sais pas si c'est le bon terme, mais je me suis grave amusée. Ok. Donc, c'était vraiment super sympa. Moi, ce qui est bien avec Rissaf, c'est qu'à on découvre des univers, tu vois, on découvre vraiment des mondes. Et quand tu découvres le monde de la télé, c'est vraiment tout un monde à lui et tout. Et du coup, c'était hyper intéressant de découvrir ça. Après, moi, je trouve ça super. Enfin, ça dépend quelle émission. Mais on est passé aussi dans Qui fait son associé sur Ouais. M6. Et cette émission-là, je l'ai trouvée très stressante pour le coup, parce que c'était quand même un prime time devant des millions de personnes. Donc celle-ci, je l'ai trouvée stressante, mais j'ai adoré l'expérience de voir ce que ça fait de passer à la télé, de voir l'impact qu'il y a derrière, les retombées. Ouais. Et voilà, et après, on a reçu aussi beaucoup de messages de soutien. Ça a été hyper positif. C'est toujours hyper positif. Hein. Ouais. Généralement, dès qu'il y a un peu de lumière sur le projet, on sent énormément. Enfin, comme on a l'impression aussi des fois de porter un mouvement, et ben du coup, le coup de lumière sur l'upcycling, tous les créateurs upcycling, tu vois, ça met aussi la lumière sur eux. Et ça, moi, je trouve ça génial parce que du coup, on sent. Enfin, on nous voit nous, mais derrière, c'est tout un mouvement, quoi. Et ça, c'est. La puissance du truc, c'est énorme, quoi. Surtout que la télévision, ça touche un public qui peut être plus âgé. Ouais. Et de se dire que une dame de 80 ans a entendu parler d'upcycling, je trouve ça génial, quoi. Alors vous étiez meilleure amie. Donc, vous êtes toujours meilleure amie, hein, cela dit. Ouais. Avant de créer Rissap, vous avez l'air d'être sur la même longueur d'onde pour le projet, tout ça. Qu'est-ce qui vous, en tant qu'amie dans votre vie personnelle, qu'est-ce qui vous rassemble? Les points sur lesquels vous vous ressemblez? Je pense que c'est nos valeurs et je pense que c'est ça qui fait que Rissap est toujours, toujours des valeurs solides aujourd'hui. La bienveillance, l'empathie et le respect, c'est basique un peu, c'est bateau quoi, mais c'est la base. Pour moi, c'est la base. Pas pour tout le monde, c'est la base, je pense. Vous vous complétez ou alors vous êtes plus similaires? On a des personnalités assez différentes. Ouais. On est assez complémentaires. Mais dans les personnalités, on est assez différentes sur la manière de travailler. Enfin, tu vois, c'est assez drôle parce qu'à chaque fois que, il y a un truc, on est très souvent en opposé, tu vois. Ouais. Et on se pas brancher de la même manière. Mais ouais, on n'a pas la même manière de réflexion et tout, mais du coup, c'est quand même hyper complémentaire. Même sur le travail, tu vois, genre, tous les sujets de Rissap, ils ont été répartis de manière hyper naturelle entre nous en fonction de ce à quoi on est, ce à quoi nos appétences, qu'on aime, etc. Mais par exemple, Daphné est super bonne en toute la partie commerciale, etc. Alors que moi, c'est un truc où j'ai grave du mal. Moi, j'ai très vite pris la partie plus DA que Daphné elle aime moins. Et voilà, et en fait, on est tout le temps complémentaires sur chaque point. Mais on se réunit sur les valeurs et c'est ça qui fait que ça marche. Quel message est-ce que vous adresseriez à des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer? On me pose souvent cette question, j'ai l'impression à chaque fois je dis pas toujours la même chose. C'est bien, comme ça on a plusieurs choix de réponse. Ça dépend de mon mood. Je leur dirais de 1, bien s'entourer. De 2, rêver grand, forcément. De 3, croire en eux, c'est hyper important. Et de 4, l'échec n'est pas un échec. Si tu as vraiment envie d'entreprendre, tu apprendras forcément des choses.
Puis si t'as besoin d'aide, appelle-moi. Moi, je dirais aussi, faites-vous confiance et allez-y à fond. Vous arrivez à vous faire confiance dans la vie de tous les jours quand, par exemple, il y a Lévis qui vous propose une collaboration, vous arrivez à rester de sang-froid et continuer dans le projet? Ouais. Ouais, Complètement. parce que vous avez foi dans ce que vous faites, en fait. Ouais, enfin, personnellement, je pense que c'est un truc aussi, je me dis, bah, en fait, je crois tellement en RISAP que si quelqu'un vient à nous pour me parler de RISAP, c'est qu'il n'y a pas de relation, on va dire, il n'y a pas de conflit relationnel, enfin, sur la hiérarchie, quoi. C'est qu'on parle d'égal à égal. Et donc, du coup, à partir du moment où on parle d'égal à égal, parce que j'adore faire de manière générale, c'est-à-dire que moi, je vais parler à toi comme je parle à Mona, comme je parle à un enfant que je croisais dans la rue, comme je parlerai au président de la République. C'est-à-dire qu'il y a toujours avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie et beaucoup de respect. Et bah, du coup, quand des grands géants viennent à nous comme ça, et bah, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va discuter sur la table. Pour moi, un bon partenariat, c'est un partenariat win-win. Toi, tu viens chercher quelque chose chez nous, nous, on vient chercher quelque chose chez toi. Comment on peut échanger ces choses-là pour que ça se passe bien et qu'en plus on passe un bon moment parce que c'est plus sympa, quoi. Et donc là, je pense que c'est aussi comme ça qu'on a créé pas mal de beaux partenariats parce qu'à chaque fois, c'était sur des bases comme ça où il y avait énormément de respect. Vous avez sorti une collaboration avec Marie MT récemment. Ça s'est bien passé, la collaboration? Ouais. C'est pas fini. C'est pas fini. Là, alors on en parle. Ouais. Ça sera peut-être fini quand le podcast va sortir. Et c'est la première fois que vous collaborez avec une influenceuse, créatrice de contenu? On a déjà collaboré plusieurs fois avec des créatrices de contenu, mais là, c'est la première fois qu'on fait une vraie capsule, qu'on développe des produits en collab avec une influ. Et vous comptez faire d'autres capsules? Il y a une collection qui sort à Noël. On n'en dira pas plus pour laisser un peu de suspense. Et j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez un livre, un film, une œuvre culturelle qui vous a marqué dans votre vie, que vous aimeriez recommander? On a des questions. Ce sera pas hyper original. Et en plus, je suis pas une grande lectrice. Donc, du coup, il y a très peu de livres que j'ai vraiment lus et dont je m'en souviens. Mais ce serait, je dirais, L'Alchimiste. Parce que je l'ai offert il y a pas longtemps à des amis pour leur mariage. Et tout simplement parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une quête, la quête d'un trésor. Et le personnage principal, il croit fort en l'existence de ce trésor-là. Et il part avec juste cette croyance-là. Et là, je trouve le message hyper fort. C'est le fait à partir du moment où toi, tu crois, et ben en fait, tu vas te donner les moyens pour atteindre ton objectif. Et lui, c'était trouver son fameux trésor. Et ça, je trouve ça magnifique. Ouais, en livre classique, je dirais Le Prophète de Khalil Gibran, qui est genre un classique. Et après, en livre plus récent que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, qui est plus sur le développement personnel, etc., je dirais Penser comme un moine de Jay Shetty. Et ça t'a marqué pourquoi? En fait, il évoque plein de notions, de plus de savoir-être et de comment avoir un comportement qui est en adéquation avec qui t'as envie d'être et comment aussi penser en enlevant tout ce qui est colère, jugement. C'est surtout, lisez-le. Mais c'est apprendre à mieux se connaître et c'est vraiment du dev perso. Mais son approche, Jay Shetty, du coup c'est un américain podcasteur qui a été en fait lui-même moine pendant 3 ans. Il a fait une école de commerce, après il a été moine et après il est sorti du monastère pour expliquer aux gens tout ce qu'il avait appris. Il retranscrit dans le livre toutes les notions qu'il a appris, comment tu peux en fait appliquer les basiques des moines dans la vie, la société actuelle. Tu vois. Très mal expliqué. Mais... non mais on a compris le voilà, on a compris. Devenir moine. Merci beaucoup Daphné et Mona, c'était un plaisir de vous avoir. N'hésitez pas à aller checker l'Insta de RISAP et le site internet. Aller faire leurs ateliers upcycling aussi. Merci, t'es la première à le placer en podcast, je te promets. On s'éclate en atelier, vraiment. Allez vous éclater. C'est génial, on rigole et vraiment on fait des super rencontres. Voilà. Super. Et leur dernière collab avec Marie MT aussi dont on parlait. Et allez acheter leurs livres aussi, disponible ou à la Fnac. À la Fnac. Partout. Vous allez. Sur notre site aussi. Super. Même sur la Bible. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Salut. Ciao.